remarque, alors on a déjà fait des remarques là-dessus, hein, c'est la énième remarque là-dessus. Si A est une partie de R, lambda, c'est la mesure de Lebesgue sur R. Alors moi je confonds la mesure de Lebesgue, lambda qui est définie sur B lambda, je le confonds aussi pour ne pas traîner des notations avec lambda étoile qui est la mesure externe sur R. Donc je peux mesurer toutes les parties. Hein. Donc lambda, si lambda est égal à 0. Alors on sait qu'alors A appartient à B lambda, hein, c'est-à-dire que toutes les parties qui vérifient lambda étoile de A appartiennent à B lambda, et c'est pour ça que je note lambda. Mais pas nécessairement à B θ. Alors, j'apporte une petite nuance. On sait que si A appartient à B lambda, on a vu qu'il existe B appartenant à BR et N lambda négligeable, donc appartenant à B lambda, tel que A est égal à B moins N et qu'on peut choisir N inclus dans A. Si bien que A est inclus dans B et B égale A union N, donc lambda A est égal à 0 et lambda N est égal à 0, qui implique lambda A union N, c'est-à-dire lambda B qui est égal à 0. Donc, si A est lambda négligeable, il existe B appartenant à BR, tel que lambda B est égal à 0, et A inclus dans B. Donc, A, on peut dire, il est lambda négligeable au sens de BR et de la restriction de lambda à BR. Voilà. Conclusion, A inclus dans R. A est lambda négligeable dans R BR, ça équivaut à dire qu'il est lambda négligeable dans R lambda. Hein? C'est-à-dire, on a vu que ça implique ça, bon, ben, ça, évidemment, ça implique ça, puisque BR est inclus dans B lambda. En résumé, A lambda négligeable, ça équivaut à dire lambda A égale 0, à condition de noter encore lambda, la mesure extérieure, lambda étoile, sur R, mais ce n'est pas un problème, puisqu'à ce moment-là, on sait que A va appartenir à B lambda. Et ça équivaut à dire qu'il existe donc B, c'est ça qui est important, appartenant à BR, tel que A inclus dans B et lambda B est égal à 0. Remarque, F de R vers R, c'est l'ensemble des points de discontinuité de petit f et dénombrable. Alors F est BR mesurable. Démonstration, si D est égal à vide, F est continu, donc mesurable. Supposons que D soit différent de vide et prenons A appartenant à R. L'ensemble des x tel que f de x est inférieur à A, c'est cet ensemble, il peut s'écrire comme ça. Réunion de deux parties, réunion disjointe de deux parties. Alors, il y en a une, la deuxième elle va être inclue dans D qui est dénombrable, donc ça veut dire que ça c'est dénombrable, donc ça appartient à BR. Et puis la première, je l'appelle grand X et je prends petit x appartenant à grand X, donc f est continu en petit x, donc il existe une boule de centre X de rayon Rx positif, telle que f, l'image de cette boule, soit inclue dans l'ouvert moins l'infini A, parce que f de x est inférieur à A, donc appartient à cette ouvert. Donc ça c'est la continuité. Donc ça veut dire qu'on a ça, hein, et ça c'est ça évidemment. Donc ensuite, si je prends B, la boule inter R-D, elle va donc être inclue dans ça inter R-D. Donc ça veut dire que si j'appelle ça Vx, la boule inter R-D, elle est inclue dans X. D est dénombrable. D est dénombrable, donc il est fermé. Donc R-D est un ouvert. Donc Vx va être l'intersection de cette boule ouverte avec un ouvert, c'est un ouvert qui contient X et qui est inclus dans X. Donc ça veut dire que quel que soit X appartenant à grand X, il existe un ouvert Vx tel que X appartient à Vx inclus dans X. Donc ça veut dire que grand X est un ouvert. Et donc il appartient à BR, c'est un borélien. Donc cet ensemble-là, c'est la réunion d'un borélien et d'un borélien. Donc c'est un borélien. Et donc ça veut dire que ça c'est un borélien, quel que soit A appartenant à R. Donc F est mesurable. Propriété, si F de R vers R est BR mesurable, eh bien il n'est pas forcément continu presque partout. Par exemple, f égale la fonction caractéristique de Q, elle est BR mesurable parce que Q est dénombrable et appartient à BR, donc appartient à BR, mais on sait que f est continu en aucun point. Donc l'ensemble des points de discontinuité, c'est D égale R. Et D égale R, c'est pas négligeable. Donc on ne peut pas dire que f est continu presque partout, c'est évidemment faux. Une dernière remarque, si f de R vers R est continu et nul presque partout, alors f est égal à 0. Supposons qu'elle soit différente de 0.
il existe x0 tel que f de x0 est différent de 0. Comme elle est continue en x0, il existe R tel que dès qu'on a ça, ça implique ça. Et ça va impliquer que f de x est différent de 0, puisque valeur absolue de f de x0 n'est pas inférieure à valeur absolue de f de x0 sur 2, vu que f de x0 est différent de 0. Donc si x appartient à cet intervalle-là, f de x est différent de 0. Donc ça veut dire que w est inclus dans l'ensemble des x tel que f de x est différent de 0. F de x est égal à 0 presque partout. Donc f de x égale 0 sur r moins b. On peut toujours se ramener b appartenant à b lambda et lambda b égale 0, mais on peut toujours se ramener, on l'a vu, à b appartenant à br, lambda b égale 0. Donc je vais avoir w qui appartient à br. Évidemment, la mesure de w, c'est 2r. Hein. C'est ça moins ça, donc ça fait 2r. W est inclus dans B. D'accord? Donc W est inclus dans B, puisque sur W, W est inclus dans cet ensemble-là. D'accord? Et cet ensemble-là, il est forcément inclus dans B, puisque f de x est égal à 0 sur r moins B. Voilà. Donc W est inclus dans B, donc lambda W est inférieur ou égal à lambda B. Il faut bien comprendre que j'ai le droit de prendre de lambda ici. B appartient à BR, puis W il appartient à BR. Et ça me fait 2R inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que R est égal à 0, ce qui est faux. Hein. Voilà. R était différent de 0, je ne sais plus où je l'ai mis, mais voilà. Donc ça veut dire que finalement, j'avais supposé F différent de 0, bah non, ça veut dire que F est égal à 0. Exemple d'une partie de R non borélienne et de mesure nulle. Soit K, l'ensemble triadique de Cantor qu'on a déjà étudié, ensemble de ces nombres-là, des nombres réels entre 0 et 1, qui s'écrivent comme ça en base 3, c'est-à-dire pas avec le chiffre 1. On sait qu'il est compact, qu'il est borélien, qu'il est de mesure nulle et qu'il a la puissance du continu, c'est-à-dire qu'il est équipotent à R en bijection donc avec R. T est l'ensemble des nombres rationnels triadiques. Donc là, on a des sommes finies qui sont comme ça, tous les chiffres étant permis. C'est la réunion pour n égale 1 à plus l'infini des Tn, où Tn c'est l'ensemble fini de ces nombres-là. Et donc ça apparaît clairement comme une réunion dénombrable d'ensemble fini, donc dénombrable, donc appartient à BR. Et en plus, comme c'est des nombrables, c'est fermé. Donc K-T appartient à BR. Oui, on s'en fiche, c'est K-T appartient à BR. Voilà, c'est ça l'essentiel. Puisque K appartient à BR et que T appartient à BR. Et d'autre part, K à la puissance du continu, T est dénombrable, donc K-T à la puissance du continu, et donc il est équipotent à R. Comme BR, on sait, est équipotent à R. Donc en fait, ils sont équipotents entre eux, K-T et BR. Et donc il existe une bijection, on ne sait pas trop laquelle, entre K-T et BR. Bon. Soit l'ensemble des x appartenant à K-T tel que x n'appartient pas à phi de x. On considère donc cet ensemble E. Voilà. Donc supposons que E appartienne à BR. Alors si E appartient, il peut être vide. Hein. Mettons qu'il appartienne à BR. Donc il a un antécédent. J'appelle x cet antécédent. Donc x est égal à phi moins 1 de E, donc E est égal à phi de x. Alors considérons cet x. X appartient à E, donc x n'appartient pas à phi de x. Donc, comme phi de x c'est E, x n'appartient pas à E. X appartient à E et n'appartient pas à E, ça ne va pas. Si x n'appartient pas à E, alors x n'appartient pas à phi de x, donc il appartient à E, ça ne va pas non plus. Donc, E n'est pas un borélien. Mais E est inclus dans K, et lambda K est égal à 0. Donc lambda E est égal à 0. Et donc E appartient à B lambda. E appartient à B lambda, mais E n'appartient pas à BR. Exemple d'une fonction continue presque partout, qui n'est pas borélienne, eh bien on prend f de R vers R, qui a x appartenant à l'ouvert R moins K, parce que K est fermé, donc c'est bien un ouvert à ceci 0, qui a x appartient à K à ceci 0, donc ça c'est continu là, hein, puisque je suis sur un ouvert, je sais que là, f va être continu sur cet ouvert. D'accord? X appartient à K donne 0 si x n'appartient pas
appartient à K-E, et puis 1 si X appartient à E. Sur un dessin, j'ai mis R, K, T, ça c'est K moins T, dedans il y a E. D'accord? Donc il n'y a que dans E qu'on donne la valeur 1. F est continu sur l'ouvert U. L'ensemble des points de discontinuité de F est inclus dans K, puisque U c'est R moins K, donc il est inclus dans K, qui appartient à BR, qui est lambda négligeable, ça on sait, lambda de K est égal à 0. Donc F est presque partout continu. Elle n'est pas borélienne, parce que si je considère 1, c'est un borélien de R, et F-1 de 1, ben F-1 de 1, clairement, c'est E. D'accord? Or, E n'appartient pas à BR. Donc, F n'est pas borélienne, et donc on a bien les conditions. F continue presque partout, pas borélienne. Soit F une fonction de R vers R. Si elle est continue lambda presque partout, lambda mesure de Lebesgue, alors elle est B lambda mesurable. Démonstration, on a déjà vu que F n'est pas forcément BR mesurable. Pour savoir si elle est B lambda mesurable, on fait comme d'hab, on prend A appartenant à R, on s'intéresse à cet ouvert, donc l'ensemble des X tel que F de X est inférieur à A, c'est-à-dire F moins 1 de U, eh bien je l'appelle V. Et je prends X appartenant à V privé de son intérieur. Donc Y égale F de X appartient à U, bien sûr, puisque X appartient à V, F de X appartient à F de V, et F de V est inclus dans U. Donc F de X appartient à U. Si F est continu en X, il existe une boule de centre X telle que F de B est inclus dans U, c'est-à-dire que B est inclus dans F-1 de U, qui est V. Donc X appartient à cette boule, puisque cette boule est centrée en X, et cette boule est inclue dans V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boule, cette boule ouverte, est inclue dans V, donc ça veut dire qu'elle est inclue, comme c'est un ouvert inclus dans V, et que l'intérieur c'est la réunion de tous les ouverts qui sont dans V, eh bien j'en déduis, puisque lui il est bien dans V, que B est inclus donc dans l'intérieur de V. Et donc X appartient à l'intérieur de V, ce qui est faux, puisque X n'appartenait pas à l'intérieur de V. Donc, j'avais supposé si F est continu en X. Donc F n'est pas continu en X quand X appartient à V privé de son intérieur. Maintenant, F est continu presque partout, donc continu sur R-N, où N est un ensemble, un borélien de mesures nulles. Et ce qu'on vient de voir, puisque F n'est pas continu sur V moins intérieur de V, ça veut dire que V moins intérieur de V est inclus dans N. Alors on sait que l'intérieur de V est inclus dans V. Donc V, c'est la réunion de son intérieur et de V privé de l'intérieur. L'intérieur est un ouvert, donc c'est un borélien. Et comme BR est inclus dans V lambda, ça veut dire que l'intérieur appartient à V lambda. Et V privé de l'intérieur est inclus dans N, qui est négligeable, donc sa mesure est nulle. Donc V privé de l'intérieur appartient à V lambda. Donc, V, c'est la réunion de l'intérieur, qui appartenait à BR et aussi donc à B lambda, et de V moins son intérieur qui appartient aussi à B lambda. Donc, il appartient à B lambda. Quel que soit appartenant à R, ça appartient à B lambda. Donc, ça veut bien dire que F est B lambda mesurable. Complétion d'une mesure. Donc on a un espace mesuré, EB mu. On note grand N l'ensemble des parties mu négligeables. Une partie est négligeable s'il existe B appartenant à l'attribut B de mesure nulle, tel que grand X est inclus dans B. Ça ne veut pas dire que X appartient à B. X est inclus dans cette partie B, mais X n'appartient pas forcément à l'attribut. Être une mesure, on dit que la mesure est complète si justement à chaque fois que
un ensemble est négligeable, il appartient à l'attribut. Dire que c'est pas complète, ça veut dire qu'il existe un négligeable qui n'appartient pas à l'attribut, autrement dit que l'ensemble des négligeables n'est pas inclus dans l'attribut. Soit B tilde l'attribut sur E engendré par ça. Ça veut dire que c'est la plus petite tribu qui contient les éléments de B et les éléments de N. Donc, soit delta l'ensemble des X appartenant à P de E, pour lesquels il existe A appartenant à B, B appartenant à B, et que X peut être coincé entre les deux avec mu de B moins A. Ça, j'ai le droit de le prendre, hein, mu de B moins A, parce que A et B appartiennent à grand B, donc B moins A aussi. Voilà, donc je vais montrer que B tilde est égal à delta. Je vais commencer par démontrer que delta est une tribu. Vide appartient à delta, parce qu'on le coince entre vide et vide, et que la mesure de vide moins vide est égale à 0. Si X appartient à delta, on a cette inclusion. A et B appartenant à B, mu de B moins A égale 0. De cette inclusion, on a celle-là, avec A bar appartient à B, B bar appartient à B. A bar moins B bar, c'est l'ensemble des X qui n'appartiennent pas à A et qui appartiennent à B, donc c'est B moins A. Et mu de A bar moins B bar égale mu de B moins A, donc égale 0, donc X bar appartient à delta. Xn est une suite de delta, donc X égale l'union des Xn, suite énombrable. Quel que soit N, il existe un N, Bn, tel que l'on est ça et ça. On considère A l'union des AN, B l'union des Bn. On a évidemment X qui est entre A et B. Et B moins A est égal à l'union des Bn moins A, et donc l'union des Bn moins A. AN est inclus dans A. Donc, Bn moins A va être inclus dans Bn privé de AN. Effectivement, hein, parce que ça, Bn moins A, c'est Bn inter A bar, et A bar est inclus dans AN bar. Donc, c'est inclus dans Bn inter AN bar. Donc, on a bien cette inclusion qui permet d'affirmer que mu de Bn moins A était... Alors, j'ai le droit de faire ça, parce que c'est des éléments de B tout ça. Hein. Mu de Bn moins A est inférieur ou égal à mu de Bn moins N, qui vaut 0. Donc mu de Bn moins A est toujours égal à 0, quel que soit N. Non, pas de ça. Mu de B... Alors, B moins A, c'est cette union-là. Donc sa mesure est inférieure ou égale à la somme des mesures de Bn moins A, et toutes ces mesures valent 0. Donc ça fait 0. Donc mu de B moins A est égal à 0. Et comme j'ai cette inclusion-là, avec A et B qui appartiennent à l'attribut, j'en déduis que X appartient à l'attribut. Donc j'ai vérifié ainsi que delta est une tribu. Si X appartient à B, alors j'ai bien X, je peux toujours écrire ça, et mu de X moins X égale 0. Donc X appartient à delta. Si X appartient à N, il existe N. Alors, quand j'écris N ici, c'est ce N-là. Hein. Il existe N appartenant à B de mesure nulle, tel que X soit inclus dans N. Donc, je peux écrire que X est entre vide N, d'accord, et que mu de N moins vide, c'est mu de N, ça fait 0. Donc, j'en déduis que X appartient à delta. Donc, l'attribut delta contient B, et puis contient N, donc contient la réunion, donc B delta est inclus dans delta. B tilde, pardon, est inclus dans delta. Maintenant, je vais montrer que delta est inclus dans B tilde. Si je prends X appartenant à delta, donc il vérifie ça, d'accord, et je peux écrire que X est A union X moins A, d'accord, car A est inclus dans X. A est inclus dans X, donc X est bien A union X moins A. X moins A est inclus dans B moins A, d'accord, puisque X est inclus dans B, donc X moins A est inclus dans B moins A. B moins A, il appartient à B, et mu de B moins A est égal à 0. Donc, ça y est, j'ai bien X moins, donc comme X moins A est inclus dans B moins A, et que B moins A appartient à B et que sa mesure est nulle, j'en déduis que X moins A appartient à N. Donc j'ai A qui appartient à B, et j'ai donc A appartient à B tilde, bien sûr. X moins A appartient à N, donc il appartient à B tilde. Voilà, c'est ça. Et donc la réunion des deux, comme les deux sont dans B tilde, eh bien la réunion des deux va être dans B tilde. D'accord ?
Donc x appartient à b tilde. Et donc j'ai démontré que delta est inclus dans b tilde. Et donc b tilde est égal à delta. Maintenant, b tilde, c'est donc un espace mesurable, puisque j'ai l'attribut b tilde sur E. Si x est inclus dans E, alors on a l'équivalence, x appartient à b tilde, équivaut à il existe y appartenant à b et n négligeable tel que x est égale b union n, ce qui équivaut à dire qu'il existe y appartenant à b, n appartenant à n, tel que x égale y moins n. Ça nous rappelle le rapport qu'il y a entre les éléments de BR et puis les éléments de B lambda. Alors, ça implique ça. En fait, on l'a déjà fait précédemment, hein, parce que c'était ça. D'accord ? La réciproque, maintenant, eh bien, si on a x égale b union n avec b appartenant à b et n appartenant à n, comme b appartient, alors b il va appartenir à b tilde et n va appartenir à b tilde, donc la réunion appartient à b tilde, et donc x appartient à b tilde. Donc j'ai bien l'équivalence. Alors maintenant, je vais démontrer que ça implique ça, et que ça implique ça. D'abord, ça implique ça. Si x appartient à b tilde, j'ai ça et ça. Donc x égale b moins b moins x. D'accord ? X, c'est b, auquel on enlève la différence entre b et x. Bon, et donc ça va nous faire y moins n, où y est égal à b, donc il appartient bien à l'attribut, et n, ça va être b moins x. Alors, b moins x, c'est inclus dans b moins a, ça vient d'ici, hein. B moins x est inclus dans b moins a, et la mesure de b moins a, c'est 0, d'accord? Donc, ça veut dire que b moins x est négligeable, d'accord? Donc ça veut dire que n ici est bien négligeable. N appartient à n. Et donc j'ai x qui est bien de la forme y moins n. Inversement, si x est un y moins n, où y appartient à b et n appartient à grand N, alors y il appartient à b tilde, n appartient à b tilde, c'est comme tout à l'heure. Donc y moins n, je suis dans l'attribut b tilde, donc ça va appartenir à b tilde, et donc x appartient à b tilde, et c'est gagné. Remarque, on a donc écrit x égale a union n, avec ces conditions. On peut choisir a inter n égale vide. Et dans le cas x égale a moins n, avec ces conditions, on peut choisir n inclus dans a. En effet, si x est égal à a union n, eh bien c'est a union n moins a, c'est la même chose. N moins a est inclus dans n et n est négligeable. Donc n moins a négligeable. X égale a moins n, c'est aussi égal à a moins a inter n. A inter n est inclus dans n, et n est négligeable, donc a inter n est négligeable. La suite, B mu est un espace mesuré, il existe alors une unique mesure mu tilde sur E B tilde, espace mesurable, vérifiant mu tilde de x égale mu de x, quel que soit x appartenant à B, mu tilde de x égale 0, quel que soit x appartenant à une démonstration, si x appartient à B tilde, il existe A et B appartenant à B, tel que l'on est ça. Supposons qu'il y a un autre couple A'B' qui vérifie la même chose. Donc on a A inclus dans X inclus dans B', donc mu de A inférieur ou égal à mu de B', on peut prendre des mesures, hein, puisque tous ces ensembles-là appartiennent à B. Et mu de B', c'est mu de A' plus mu de B' moins A', parce que A' est inclus dans B'. Donc ça fait mu de A' plus 0, donc c'est mu de A'. Donc en fait j'ai mu de B' qui est égal à mu de A', et mu A est inférieur ou égal à mu de A'. Et de la même façon, en partant de A', je vous laisse, c'est la même chose que ça, j'obtiens que mu A' est inférieur ou égal à mu A, donc les deux sont égaux. Hein. Et comme mu A' est égal
à mu b', hein, et puis que j'aurai la même chose avec mu a qui est égal à mu b, en fait j'ai les 4 qui sont égaux. Donc on peut poser mu tilde de x égale mu de a égale mu de b, puisque on voit que ça ne dépend pas du couple. Voilà donc comment on définit la mesure sur cet espace. Si x appartient à b, on a cette inclusion qui fait que mu tilde de x est égal à mu de x, et si x appartient à n, on a cette inclusion avec n appartenant à b, mu de n égale 0, donc mu de n moins vide qui est égal à 0, et donc on a aussi mu tilde de x qui est égal à mu de 0, de vide, pardon, qui est égal à 0. Vérifions qu'on a une mesure sur E b tilde. Vide appartient à n, donc mu tilde de vide est égal à 0. Sigma additivité, on prend une suite disjointe de b tilde. Il faut démontrer ça. Quel que soit n, on a toujours le même type de relation. On pose A l'union des AN, X l'union des XN et B l'union des BN. Donc en fait, on va X est entre A et B. Alors A et B, ils appartiennent bien à B. Et B moins A, c'est l'union des Bn moins A, donc c'est l'union des Bn moins A. Et comme AN est inclus dans A, Bn moins A est inclus dans Bn moins AN, et mu de Bn moins A va être inférieur ou égal à mu de Bn moins AN qui vaut 0. Donc mu de B moins A qui est égal à l'union de qui va être inférieur ou égal à la somme des mu de Bn moins A. Tous les Bn moins A valent 0, enfin tous les mu de Bn moins A valent 0, donc mu de B moins A vaut 0. Et donc ça veut dire que, eh bien, on a bien, hein, puisque mu de B moins A vaut 0, on a bien mu tilde de x qui est égal à mu de A. Par ailleurs, si I et J sont différents, par exemple I inférieur à J, AI inter à J qui est inclus dans XI inter XJ, mais qui vaut vide celui-là. Donc AI inter à J est égal à vide, donc la suite des AN est une suite disjointe, donc mu de A est égal à la somme des mu de AN. Et les mu de AN, c'est les mu tilde de XN. D'accord? Donc mu tilde de l'union des XN va être égal à la somme, alors mu tilde, oui, de x, c'est mu de a. Et mu de a, c'est ça. Donc, je tiens bien ça. Donc, mu tilde est une mesure sur E b tilde. Les ensembles négligeables, là, normalement, il y a un S. Hein, pour mu tilde, sont les éléments de n. Donc, n tilde est égal à n. Et la mesure mu tilde est complète. Démonstration, si x appartient à n, mu tilde de x égale 0 et x appartient à b tilde, donc x appartient à n tilde, et donc n est inclus dans n tilde, c'était évident. Réciproque, si x appartient à n tilde, alors il existe y appartenant à b tilde de mesure nulle, enfin mesure mu tilde, hein, et x inclus dans y. Y appartient à b tilde, donc y est à z moins n, où n appartient à n et z appartient à b. Y est inclus dans z, donc y est inclus dans z. Donc, x est inclus dans y, donc x est inclus dans z. Par ailleurs, on voit ici que z, z est inclus dans y union n de cette relation. D'accord? C'est pas forcément disjoint ça, justement. Z est inclus dans y union n, donc mu tilde de z va être inférieur ou égal à mu tilde de y plus mu tilde de n. Je peux faire ça hein, tranquillement parce que z, y, n, ça appartient, tout ça, ça appartient à b tilde. Hein. Bon, mais z appartient à b, donc mu tilde de z est égal à mu de z et n appartient à n, donc mu tilde de n est égal à 0. Ça vaut 0, et ça, je peux le remplacer par mu de z. D'où j'obtiens que mu de z est inférieur à mu tilde de y, qui lui vaut 0. Hein, mu tilde de y vaut 0, donc mu de z. Donc j'ai x inclus dans z, z appartient à b, et mu de z qui vaut 0. Donc x appartient à n. Donc x appartient à n tilde implique que x appartient à n, et donc n tilde est inclus dans n. Et comme n était inclus dans n tilde, n est égal à n tilde. Par ailleurs, on a vu que si x appartient à n tilde, x appartient à n, donc x appartient à b tilde, parce que n est dans b tilde. Donc ça veut dire que n tilde est inclus dans b tilde, donc la mesure mu tilde est complète. Une remarque aussi courte qu'évidente,
E, B mu étant l'espace mesuré et n étant une partie négligeable, alors n appartient à b tilde et mu tilde de n est égal à 0. Par contre, on ne peut évidemment pas dire que n appartient à b et que mu de n est égal à 0. Démonstration. N, je peux l'écrire vide union n, avec vide qui appartient à b, et n qui appartient à grand N, donc ça appartient bien à b tilde. Et mu tilde de n, on sait, c'est mu de celui qui appartient à b, donc c'est mu de vide qui fait 0. Donc c'est terminé. E, B mu, espace mesuré, avec son complété. P de x est une propriété portant sur x appartenant à E. P de x est mu tilde est vrai mu tilde presque partout, si et seulement si P de x est vrai mu presque partout. Démonstration, P de x est mu tilde vrai, vrai mu tilde presque partout, ce qui va dire qu'il existe n appartenant à n tilde tel que P de x est vrai sur E moins n. Mais comme l'ensemble des parties négligeables pour mu est le même que pour mu tilde, ça équivaut donc à dire qu'il existe n appartenant à n tel que P de x est vrai sur x pour x appartenant à E moins n. D'accord ? Et ça équivaut à dire que P de x est vrai mu pp. Si f est une application de verbe R, si elle est mesurable pour b tilde, alors il existe G mesurable pour B, tel que f de x égale G de x mu presque partout. Donc mu tilde presque partout, d'après ce qu'on a vu avant. Si f est positive, alors somme de f des mu tilde est égale à somme de G des mu. Si f est intégrable, alors G est intégrable. Alors là, il y en a une, c'est pour mu tilde, l'autre c'est pour mu. Et les deux intégrales sont égales. Démonstration, dans le cas f est une fonction caractéristique, comme on veut qu'elle soit mesurable pour b tilde, on prend x appartenant à b tilde, on sait qu'il existe a appartenant à b, n appartenant à n, vérifions ça, de façon à avoir x égale a union n disjointe. Alors G, on prend G égale 1a qui appartient à b parce que a appartient à b, en fait ici c'est a et là c'est x. T appartient à a, donc f de t est égal à g de t, car a est inclus dans x, et t appartient à x bar implique que f de t égale g de t, car x bar est inclus dans a bar. Donc f de t égale g de t à l'intérieur de a, à l'extérieur de x. Donc il n'y a que là que c'est pas égal, et ça c'est exactement n. Donc f de t égale g de t pour t n'appartenant pas à n, donc f de t égale g de t mu pp, donc mu tilde pp. De plus f positif, g positif, l'intégrale de f des mu bar, des mu tilde, pardon, c'est mu tilde de x, c'est-à-dire mu de a, donc c'est l'intégrale de g des mu. Et on voit que f est intégrable pour mu tilde, ça équivaut à dire que mu tilde de x est inférieur à plus infini, donc mu de a est inférieur à plus infini, donc l'intégrale que g est intégrable pour mu. Dans le cas où f et b tilde est à g, on prend une représentation disjointe avec alpha k appartenant à R, les xk appartenant à b tilde, pour avoir une fonction mesurable ici dans b tilde. Quel que soit k, on fait la même chose que ici, hein, mais avec des k, d'accord. Et on prend la fonction b est à g, somme des alpha k 1 à k, qui est une représentation disjointe parce que les xk sont disjoints 2 à 2, donc les ak qui sont inclus dans les xk aussi. Soit n l'union des nk, qui est donc négligeable, si t n'appartient pas à n, t n'appartient pas à nk, quel que soit k. Donc si t n'appartient pas à n, t appartient à k, ou t n'appartient pas à xk, quel que soit k, c'est tout ce qu'on a fait avant ça. Donc on va avoir 1 xk de t égale 1 ak de t, quel que soit k. Donc on va avoir f de t égale g de t. Et donc on va avoir f de t, puisque ça c'est quel que soit k, hein, c'est quel que soit t qui n'appartient pas à n. Hein, et il faut bien voir que n il est négligeable. Donc on va dire que f de t est égal à g de t mu pp. De plus, la somme de f des mu tilde, c'est la somme de 1 à n des alpha k mu de xk, ça fait somme de 1 à n des alpha k mu de 1k. D'accord ? Si f est positif, alors les alpha k sont positifs, donc g est positif. Somme de dire que ça est inférieur à plus infini, ça équivaut à dire
que chacun des mu de x, des mu tilde, pardon, ça c'est mu tilde de xk est inférieur à plus l'infini, ce qui équivaut à dire que les mu de ak sont inférieurs à plus l'infini. Et donc ça, cette somme va être inférieure à plus l'infini. Donc f appartient à L1 pour mu tilde, ça implique que g appartient à L1 pour mu. Par ailleurs, les résultats des deux intégrales sont égales, on l'a vu avant. Troisième cas, si f est mesurable, il existe une suite fn de fonctions b tilde est à g qui converge simplement vers f. Quel que soit k, il existe gn b est à g tel que fn égale gn, c'est ce qu'on a vu avant. Si t n'appartient pas à un négligeable que j'appelle nk, c'est-à-dire que là je remplace le n du K2 alors, par NK. Hein. Bon. On peut choisir évidemment NK appartenant à B et mu de NK est égal à 0. On considère N égale l'union des NK pour K, donc il appartient à B, comme ça, hein, grâce à ça. Et mu de N est inférieur ou égal à la somme des mu de NK, qui fait somme de 0, donc mu de n va être égal à 0, donc il est négligeable. Je prends hk égale gk multiplié par 1 fonction caractéristique sur e moins n. Donc ça va être mesurable parce que les gk, ce qu'on a vu avant, étaient mesurables et que n étant dans b, 1 e moins n va être b mesurable. D'accord ? Voilà. Si t n'appartient pas à n, hk de t, bon, évidemment est égal à gk de t, mais gk de t est égal à fk de t. Hein. Donc la limite de hk de t en plus l'infini va être égale à la limite de fk de t en plus l'infini va être égale à f de t, pour t n'appartenant pas à n, attention. Si t appartient à n, c'est pour ça que j'ai pris ça, la limite de hk de t est égale à 0, elle existe donc. Donc je prends h est égal à la limite de hk en plus l'infini, puisque il y a une limite quelle que soit t. Bon, elle est b mesurable, puisque c'est la suite, c'est la limite d'une suite de fonctions mesurables, donc b mesurable, donc elle est b mesurable. Et j'ai h de t qui est égal à f de t, quel que soit t, n'appartenant pas à n. Donc j'ai f de t qui est égal à h de t presque partout, mu presque partout. Voilà. Dans le cas où... alors donc j'ai bien trouvé, hein, j'ai répondu à ça, hein, c'est-à-dire qu'il existe G, sauf que là je l'ai appelé H, mesurable pour B, tel que f de x égale h de x mu presque partout. Maintenant supposons f supérieur ou égal à 0, on prend alors la suite des fonctions étagées là, qui convergeaient vers f, on la prend croissante, positive et croissante. T, si t n'appartient pas à n, toujours le même, hk de t est égal à fk de t. Donc fn de t, dire que fn de t est un... Alors, puisqu'elle est croissante, on a ça, d'accord? Donc ça implique qu'on a hn de t, là il y a un n qui s'est... hn de t est inférieur ou égal à hn plus 1 de t, quel que soit t n'appartenant pas à n. Et si t appartient à n, c'est la même... hn plus 1 de t, il est égal à hn de t, est égal à 0. Donc la suite hn de t est une suite croissante de fonctions mesurables positives. On a vu dans le cas 2 que somme de fn des mu tilde est égale à somme de gn des mu, mais les gn sont égales à hn presque partout, donc somme de gn des mu est égale à somme de hn des mu. Donc la somme des fn des mu bar va être égale à la somme des hn des mu. D'accord? Les deux sont croissantes, la suite fn, la suite hn. D'accord? Donc, quand on passe à la limite, on va retrouver la somme de leurs limites, donc somme de f des mu. Limite de ça, ça va être somme, bon, ça va être égal à ça, hein. Les deux limites sont égales. La limite de ça, c'est somme de f des mu. Ça c'est parce que on a ça, d'accord? Et puis pour l'autre, c'est pareil, comme la suite hn est croissante positive, eh bien, la limite de ça, ça va être somme de h des mu. Donc j'obtiens que somme de f des mu tilde est égale à somme de h des mu. Voilà. Donc je vois tout de suite que si ça c'est inférieur à plus l'infini, ça va être inférieur à plus l'infini. Donc si f appartient à L1 pour mu tilde, alors h appartient à L1 pour mu. Puis enfin, j'ai quand même démontré, il faut quand même le dire, j'ai démontré aussi que somme de f des mu tilde est égale à somme de h des mu. Voilà. Alors on n'a pas tout à fait terminé la démonstration.
Propriété, E B mu est un espace mesuré, sont complétés E B tilde mu tilde, F de E vers R. Alors F et B, si F est B mesurable, elle est B tilde mesurable, et si F est B tilde mesurable, ça équivaut à dire qu'il existe G B mesurable tel que F de x égale G de x presque partout. Rappelons d'abord que F mesurable par définition, ça signifie qu'elle est B BR bar mesurable. Donc ici, B BR mesurable parce que F est à valeur dans R. Bon, la première est évidente, quel que soit x appartenant à BR, f-1 de x appartient à B, puisque f est B mesurable. Et comme B est inclus dans B tilde, f-1 de x appartient à B tilde, quel que soit x appartenant à BR, donc f est B tilde mesurable. Pour l'équivalence, on a déjà démontré dans ce sens-là, on démontre dans l'autre. Donc comme f de x égale g de x presque partout, il existe n appartenant à B de mesure nulle, tel que f de x égale g de x sur E privé de n. Quel que soit y appartenant à BR, f-1 de y égale f-1 de y inter n union f-1 de y inter n bar où n bar est le complémentaire de n par rapport à E. f-1 de y inter n est inclus dans n qui est négligeable, donc il est négligeable. Si x appartient à f-1 de y inter n bar, f de x appartient à y, et x appartient à n bar. Mais comme x appartient à n bar, f de x est égal à g de x, donc g de x va appartenir à y, et x appartient à n bar, donc x appartient à g-1 de y inter n bar. De même, si x appartient à g-1 de y inter n bar, g de x appartient à y, et comme x appartient à n bar, g de x est égal à f de x, et donc on a ça. G de x égale f de x appartient à y. Voilà. Donc x appartient à f-1 de y inter n bar. Donc on a l'égalité. J'aurais pu le démontrer plus rapidement. Alors là-dedans, comme n appartient à b, n bar appartient à b. G-1 de y, ça appartient à b parce que g est b mesurable. Donc ça appartient à b. On a donc dans cette proposition là, on a donc ça qui appartient à B et ça qui est négligeable, donc f-1 de y appartient à B tilde, quel que soit y appartenant à BR, donc f est B tilde mesurable. Une remarque, si Eθ est un espace de topologie, donc θ est une topologie sur E, et que donc on a l'espace mesuré Bθ mu, et sont complétés E B tilde mu tilde, f de E vers R. Si f est continu, alors f est B tilde mesurable, donc Bθ mesurable, donc Bθ tilde mesurable. Ça provient de ce qu'on vient de démontrer. Alors, f B tilde mesurable, ça implique qu'il existe G de E vers R, Bθ mesurable, pardon, tel que f de x égale G de x presque partout. Ça n'implique pas qu'il existe une fonction h continue, telle que f de x égale h de x presque partout, tout simplement parce que si g est Bθ mesurable, elle-même n'est pas forcément égale presque partout à une fonction continue. Un exemple, c'est f de x égale la fonction caractéristique de q, d'accord, elle est Bθ mesurable parce que q est mesurable, et elle est continue nulle part. On va arriver à la fin de toute cette théorie. F est une fonction B mesurable, alors elle est B tilde mesurable, et si F est positif, les intégrales sont égales. La démonstration est quasi évidente. A est un réel, l'ensemble des x tel que f de x inférieur à A appartient à B, et donc est inclus dans B tilde, donc ça veut bien dire que E et B tilde mesurable. Si f et B est à G, alors f et B tilde est à G, forcément, parce que B est inclus dans B tilde. Et puis évidemment, les sommes des alpha k mu de ak vont être égales, puisque les mu de ak vont être égaux à mu tilde de ak. Donc on va bien avoir somme de f des mu tilde est égale à la somme de f des mu. Et si f est B mesurable positive, on aura une suite fn de fonction B est à G positive qui tend vers f. Donc la suite fn sera aussi B tilde est à G d'après ce qu'on a dit précédemment, elle tend vers f, donc la somme des f des mu tilde qui est la limite des sommes de fn des mu tilde va être la limite des sommes de fn des mu, puisque les deux sont égales, et donc égale à la somme de f des mu. Voilà. Et d'où le résultat.
Si f est mesurable, b tilde mesurable, pardon, il existe, on l'a vu, h, b mesurable, tel que l'on a h de x qui est égal à f de x mu pp. Bon, je ne suis pas obligé de mettre les valeurs absolues tout de suite, mais c'est pas grave. Et à ce moment-là, h, évidemment, est b mesurable positive. Donc on a vu qu'elle est à ce moment-là b tilde mesurable positive, et comme f de x est égal à h de x mu pp en valeur absolue, donc aussi on a vu mu tilde pp, on a cette intégrale qui va être égale à celle-là, mais celle-là est égale à celle-là d'après l'étude précédente, donc on voit que si f est intégrable et b tilde intégrable, et bien à ce moment-là, cette intégrale va être inférieure à plus l'infini, donc haute aussi, et donc je vais avoir que h est b intégrable. Voilà, conclusion, f intégrable pour b tilde implique que h est intégrable pour b, et en plus, on va avoir les deux intégrales qui sont égales. Alors maintenant, f de x égale h de x sur 1 moins n, donc le sub de f de x est 0, est égal à sub de h de x 0 sur 1 moins n, et le sub de moins f de x 0 est égal au sub de moins h de x 0 sur 1 moins n. Donc f plus de x égale h plus de x sur 1 moins n, donc on peut dire qu'elles sont égales presque partout. Hein, alors que je mette mu pp ou mu tilde pp, c'est pas un problème. Et f moins de x est égal à h moins de x mu pp aussi. Donc aussi, c'est ça. Alors, la somme, parce que f est positive, la somme de f plus des mu tilde va donc être égale, puisqu'elles sont égales presque partout, à la somme de h plus des mu tilde, mais celle-là, h plus, grâce à la remarque que j'ai fait ici, va être égale à somme de h plus des mu, car h plus est mesurable. Et mesurable est positif. Donc, et pareil, je vais avoir somme de f moins des mu tilde qui est égale à somme de h moins des mu tilde égale somme de h moins des mu. D'accord? Donc en fait, somme de f plus des mu tilde moins somme de f moins des mu tilde est égale à somme de h plus des mu moins somme de h des mu. Donc ça veut dire que somme de f des mu tilde est égale à somme de h des mu. Conclusion générale, si f est b tilde mesurable, il existe h b mesurable tel que h de x égale f de x mu pp et aussi mu tilde pp, et la somme de f des mu tilde est égale à la somme de h des mu, tout ça en valeur absolue, tout ça ça a été démontré, et si f appartient à L1 est mesurable pour b tilde, et intégrable pour b tilde, alors h est intégrable pour b, et l'intégrale de f des mu tilde est égale à l'intégrale de h des mu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends p un réel supérieur ou égal à 1? Si f appartient à LP, je sais que valeur absolue de f appartient à L1, mais f de x égale h de x mu tilde pp. Donc, somme de fp des mu tilde est égale à somme de hp des mu tilde, mais ça, c'est une fonction qui est b mesurable positive, donc ça va être égal, on le sait, à ça. D'accord? Car h est mesurable. Voilà. Et donc, je vais avoir, si fp appartient à L1, puisque j'avais ça, eh bien je vais avoir ça. Donc ça. Donc je vois que f appartient à l'espace LP E B tilde mu tilde, implique que h appartient à LP E B mu, et je vois aussi que grâce à cette égalité, en mettant la puissance 1 sur P, NP de F va être égal à NP de H. Théorème, F, une fonction définie sur un segment AB, à valeur dans R, Riemann intégrable sur ce segment. Je rappelle que si elle est Riemann intégrable, elle est forcément bornée. F tilde est la fonction qui est égale à F sur AB et qui vaut 0 ailleurs. Alors f tilde est le beg intégral, c'est-à-dire appartient à L1, et son intégrale de Lebesgue est égale à l'intégrale de Riemann de f. Démonstration, quel que soit n appartenant à une étoile, il existe phi n en escalier sur AB, inférieur ou égal à f, et vérifions ça, ce qui implique ça.
en remplaçant les phi n par sub de phi 1 jusqu'à phi n supérieur ou égal à 1, on peut supposer phi n croissant. La suite, phi n tilde. Alors là aussi, on pose 0 en dehors de la B. Et BR est à G, on l'a vu, et phi n tilde appartient à L1. Elle est croissante, et vérifie ça, parce que quand on est en dehors de la B, 0 est inférieur ou égal à 0. Et somme de phi n delta d lambda, l'intégrale de Lebesgue, on sait, est égale à la somme de A à B de phi n de x dx. Ça, c'est parce que phi n est une fonction d'escalier et que phi n delta, c'est la B étagée associée. Phi n delta est croissante, est inférieure ou égale à f tilde, donc elle converge simplement vers une fonction phi, BR mesurable, car les phi n delta sont BR mesurables, vu que ce sont des fonctions B étagées. Et on a donc phi, à la limite, qui est inférieur ou égal à f tilde. De ça, on en déduit ça, puis une égalité en triangulaire, on en déduit facilement que le sup des valeurs absolues de somme de A à B des phi n de x dx est inférieur ou égal à ce nombre réel que j'appelle A. Ce qui va permettre d'utiliser le théorème de Lévy, puisque les phi n delta sont mesurables, qu'elles convergent vers une fonction phi qui est mesurable, j'en déduis que phi appartient à L1 et que l'intégrale de phi n d lambda tend vers l'intégrale, les intégrales de Lebesgue, de phi d lambda. On en déduit que l'intégrale de phi d lambda est égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de phi n d lambda, mais celle-là, elle est égale à ça, donc c'est cette limite-là, et ça, ça fait ça. D'accord? Donc j'ai ça qui est égal à ça. De même, on construit une suite psi n de fonctions en escalier, donc une suite décroissante. Si les psi n sont supérieurs ou égales à f, donc elle tend vers une fonction psi qui est supérieure ou égale à f. Et alors, en fait, c'est psi n qui tend vers f. C'est psi n delta qui tend vers psi, que j'appelle, et donc qui est supérieur ou égal à f tilde. On a aussi psi qui appartient à L1. Psi, ça joue le rôle de phi avant, en fait. Et j'ai somme de psi d lambda qui est égale aussi à somme de AB de f de x dx. Et puis évidemment, comme j'ai ça, j'ai ça. Alors, N1 de psi moins phi, c'est somme de valeur absolue de psi moins phi d lambda, mais psi moins phi c'est positif, donc je peux écrire ça comme ça. Donc je peux l'écrire ça comme ça. Les deux valent somme de A à B de f de x dx, donc ça fait 0. Donc N1 vaut 0, ce qui veut dire que psi de x est égal à phi de x lambda presque partout. Donc il existe n BR négligeable tel que psi de x va être égal à phi de x sur R moins n. Donc si x n'appartient pas à n, avec ça, j'en déduis que phi de x va être égal à psi de x et à f tilde de x. D'accord? Puisque ces deux-là sont égales, les trois vont être égaux. Donc j'ai phi de x qui va être égal à f tilde de x mu presque partout. Et la fonction lambda est complète. Et comme phi, je le sais, appartient à L1, j'en déduis que f tilde appartient à L1. F tilde appartient à L1, phi appartient à L1, et j'ai f tilde de x qui est égal à phi de x presque partout. Donc leurs intégrales de Lebesgue à f tilde et à phi sont égales. Et celle-là, je sais que ça fait ça. Donc j'obtiens que l'intégrale de f tilde d lambda, il n'y a pas besoin de ça, est égale à somme de A à B de f de x dx. L'intégrale de f tilde d lambda, donc on est sur R, est égale à ça. Et c'est terminé. La réciproque est fausse, on peut avoir une fonction f bornée sur AB
nul sur R privé de AB, le beg intégral, mais dont la restriction de f à AB n'est pas Riemann intégrable. Exemple, si on prend f est égal à 1 sur q inter 0,1, donc elle est mesurable parce que q inter 0,1 c'est l'intersection de deux borréliens, donc c'est un borrélien, et donc f est mesurable. Somme de f des lambda, c'est évidemment la mesure de q inter 0,1, et ça fait 0 parce que q est dénombrable, donc q inter 0,1 aussi, et donc il est lambda négligeable. Donc on a bien f qui appartient à L1 de R dr lambda, mais l'ensemble des points de discontinuité de f restreint à 0,1, ça va être quoi? Ben, c'est 0,1, hein, parce que cette fonction-là, elle est discontinue en tout point. Et 0,1 n'est pas dénombrable. Donc f n'est pas Riemann intégral. En particulier si, enfin f restreint à 0,1. En particulier, alors ça c'est en particulier par rapport à ce que j'ai vu avant. Si f est continu ou continu par morceau, f est automatiquement Riemann intégrable, bien sûr. Donc elle va être le beg intégrable sur AB, et on aura ça. Remarque, on savait déjà que f était BR mesurable sur AB. Si elle est continue par morceau, elle est bornée sur AB, puisqu'on a ça. Et donc on a ce résultat qui montre, qui prouvait qu'elle était le beg intégral. Mais évidemment, ça ne donnait pas l'égalité. Alors là, maintenant, on va faire le lien entre fonction Lebesgue intégrale et puis intégrale généralisée. Donc on a un intervalle ouvert, AB, B peut être un... Alors B est supérieur à A, ça peut être un nombre réel, mais ça peut être plus l'infini. Et on suppose, pour simplifier ici, puisque c'est tout le temps le cas de toute façon, hein, que f est continu par morceau. Alors l'intégrale de Riemann généralisée est convergente si et seulement si f est Lebesgue intégral sur AB. Et alors, on a cette égalité. Démonstration. Eh bien, pour ce faire, on prend une suite xn entre A et B, croissante, telle que xn tend vers B. F est continue par morceau sur AB, donc elle est BR mesurable. Fn égale ça, et donc aussi mesurable, comme produit de deux fonctions mesurables. Et évidemment, puisque xn tend vers B, Fn tend vers F quand n tend vers plus l'infini, donc la valeur absolue aussi. Donc on a une suite de fonctions croissantes, hein, quand je prends les valeurs absolues, de fonctions mesurables qui tendent vers la fonction valeur absolue de f qui est mesurable. Par ailleurs, l'intégrale de valeur absolue de fn des lambda, c'est égal à l'intégrale de valeur absolue de f des lambda sur axn, hein, puisqu'elle est nulle à partir de xn, hein, fn. Et donc ça, c'est égal à la somme de axn de valeur absolue de f dx. Et comme on a supposé que l'intégrale généralisée était convergente, ça tend vers un nombre réel qu'on note comme ça, donc positif. Et donc le sup des valeurs absolues de fn des lambda, enfin de l'intégrale des valeurs absolues de fn des lambda, est inférieur ou égal à L. Et donc, grâce à ces deux conditions, je peux appliquer le théorème de convergence monotone de Lévy et dire que valeur absolue de f est Lebesgue intégrable, donc f est aussi Lebesgue intégrable. Alors, je n'ai pas encore l'égalité, mais je vais l'avoir en examinant la réciproque. Si f est intégrable sur AB, je reprends toujours la même suite. Et donc ça, c'est mesurable. C'est mesurable parce que j'ai supposé f intégrable. Et j'ai valeur absolue de fn qui est inférieure ou égale à valeur absolue de f. Donc les fn sont intégrables. Et de plus, fn tend vers f. Donc d'après le théorème de convergence dominé cette fois-ci de Lebesgue, hein, je vais avoir somme des valeurs absolues de fn des lambda qui tend vers somme de valeurs absolues de f des lambda. Et donc je vais avoir somme de a à xn de valeur absolue de fn de x de dx, hein, puisque ça c'est égal à ça, qui tend vers ça, qui est inférieur à plus l'infini. Donc ça veut dire que la
la suite, ça veut dire que somme de A à B de f de x dx, oui, parce que entre A et xn, ça vaut f. D'accord? Donc je peux dire ça. Donc ça vaut f. Et donc ça veut dire que somme de A à... Quand xn tend vers b, ça tend vers ça. Donc ça veut bien dire que... Et j'ai pris une suite quelconque xn croissante qui tend vers b. Donc ça veut dire que somme de AB de f de x dx est absolument convergente. De plus, toujours par... donc là je reviens toujours au théorème de convergence de dominée de Lebesgue. Il me permet aussi de dire, je suis dans le cas P égale 1, c'est-à-dire dans L1, que somme de Fn des lambda tend vers somme de f des lambda. Alors somme de Fn des lambda, c'est somme de A xn, c'est comme ici, sauf que j'ai plus la valeur absolue, qui tend vers somme de f des lambda. Donc somme, et ça quelle que soit la suite xn qui tend vers b. Donc ça veut exactement dire, ça veut exactement dire que somme de AB de f de x dx, on a vu que ça existait, puisque on a démontré que c'était une intégrale de Riemann absolument convergente. Donc est égal à ça. C'est gagné.